Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour la deuxième fois Françoise Imray. Bonjour François. Bonjour. Cher François, vous êtes, l'avocat de Fabien Azoulay, condamné à 16 ans de prison par la justice turque après avoir été arrêté en possession d'une substance qui venait d'être interdite en Turquie, et dont il n'avait pas connaissance. Ça fait maintenant 3 ans que Fabien Azoulay vit, un cauchemar dans les geôles turques, harcelé et torturé du fait de ses origines juives et de son homosexualité. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Fabien Azoulay et tout simplement nous dire comment il va? Des nouvelles très récentes, non, parce que je ne sais pas si l'écho de la mobilisation est parvenu jusqu'à lui. Les derniers temps, il n'allait pas bien, son moral était mauvais, il était au désespoir et il avait écrit ces mots, que je trouve très très poignants pour ma part, je ne sais pas si un jour je parviendrai à faire le deuil de la liberté. Mais je pense que dès qu'il aura l'écho de l'extraordinaire mobilisation à laquelle nous avons assisté en France, je pense que ça va lui redonner, envie de vivre et l'espoir surtout de sortir, en tout cas de pouvoir être transféré en France. J'interviens dans ce dossier aux côtés de Carole Olivia Montenot, qui est avocate et qui, avec beaucoup de courage et de ténacité, l'a accompagné et a pris sa défense dès le début. Et ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu beaucoup de moments de désespoir pour lui d'abord, mais pour ses proches et pour ses défenseurs aussi. Et comment est-ce que vous expliquez le blocage judiciaire, opposé par la justice turque, en dépit, malgré tout, en dépit de vos démarches, ces derniers temps? Est-ce que vous pouvez nous dire où nous en sommes aujourd'hui? Ben, Quels sont les différents scénarios possibles? Est-ce que vous avez de l'espoir? l'explication que j'ai et qui, recoupe en partie d'ailleurs celle donnée par l'ambassadeur de Turquie, est la suivante. D'abord, ce qui est arrivé à Fabien Azoulay, hem, pourrait arriver à beaucoup de gens. Heu, il n'était pas établi en Turquie, il était de Rappelez-nous les passage en faits. Turquie. Pardon? Rappelez-nous les faits. Oui, il n'était pas établi en Turquie, il était de passage en Turquie, certains y vont pour le tourisme. Lui est allé pour une forme de tourisme médical puisqu'il, allait faire des implants capillaires et de sa chambre d'hôtel où il avait prévu de rester quelques jours seulement, de sa chambre d'hôtel, il a commandé un produit qui est un nettoyant de jantes pour voiture. Ce produit avait été autorisé par le passé en Turquie, comme dans beaucoup de pays, et puis il avait fini par être interdit lorsqu'on s'est rendu compte, les autorités se sont rendues compte que ce produit pouvait être détourné de son objet et devenir une drogue, un stimulant sexuel, notamment assez prisé, semble-t-il, dans la communauté homosexuelle. Donc, il commande sans savoir que ce produit est devenu interdit et en toute bonne foi, c'est-à-dire qu'il le commande sur un site internet en Europe. Il le commande à son nom, il le règle avec sa carte de crédit et il donne son adresse à l'hôtel. Quelques jours plus tard, le produit lui est livré, la police le cueille, l'arrête et c'est le début du cauchemar. Euh, et un des fils rouges de cette affaire, c'est qu'à chaque étape, on a pu espérer que les choses s'arrêteraient d'elles-mêmes, que sa bonne foi serait évidente, que l'intention délictuelle n'était pas présente dans cette affaire, que la connaissance du caractère illicite de cette acquisition n'était pas rapportée. Bref, que le cauchemar s'arrêterait. Or, à chaque fois, tout s'est toujours passé plus mal qu'on l'imaginait. Et c'est un véritable fil rouge de cette affaire. Et ça explique aussi que la mobilisation est tardée à mettre en place parce que chaque fois, on a espéré, on a recours, on a espéré. Et puis, on a craint que trop de médiatisation puisse nuire aussi à ses intérêts. Donc, ce n'est pas de la passivité, par passivité que ses proches ne s'étaient pas exprimés jusqu'à présent. C'est aussi parce qu'ils avaient des raisons, bonnes ou mauvaises, mais en l'espèce mauvaise, d'espérer
que les choses s'arrêtent d'elles-mêmes, que très vite il soit relâché, que très vite il soit acquitté, en première instance, puis en deuxième instance. Non, il a été condamné. Il a été condamné à 20 ans. Et ces 20 ans ont été ramenés à plus de 16 ans uniquement à cause de sa bonne conduite. Mais ce que nous demandons aujourd'hui, alors pour répondre à votre question, pourquoi une peine si lourde? Bien, mon explication, elle est que les, la justice turque est extrêmement sévère avec tout ce qui peut toucher à la drogue. Et comme le dit l'ambassadeur de Turquie, notamment parce que ce pays est à la croisée d'un certain nombre de trafics, donc ça, on peut le comprendre, et que cette sévérité appliquée de façon un peu mécanique, sans discernement, à quelqu'un comme Fabien Azoulay, a pu donner, si vous voulez, vous multipliez le nombre de grammes ou de molécules par des tarifs, et puis ça donne des années, ça donne une durée extrêmement longue de détention. Ça donne 20 ans. Donc, je pense que ça, c'est quand même un des facteurs d'explication rationnelle de la sévérité de la peine, c'est-à-dire une sévérité presque mécanique. C'est pourquoi, d'ailleurs, il ne faut pas appeler de ses voeux une robotisation, une logarithmisation de la justice. Il faut toujours qu'il y ait des êtres humains. Il ne faut pas oublier que la justice, ça n'existe pas en réalité. Il n'y a que des juges, c'est-à-dire des êtres humains qui jugent d'autres êtres humains. Et et la justice n'est juste que lorsqu'elle est aussi équitable. Sur les pièces frappées par l'empereur romain Justinien, il y avait deux faces. Une face, c'était Justitia, la déesse de la justice et du droit, et l'autre face, c'était Equitas, l'équité et la justice. Elles doivent fonctionner ensemble. Et si vous n'avez que l'application mécanique de la règle de droit, alors ça donne des résultats aberrants, et c'est un peu ça la cause. Alors, est-ce que l'homosexualité a été un facteur aggravant ou un facteur qui a contribué à l'absence de prise en compte de toute espèce d'indulgence? Probablement, on ne peut pas le prouver, mais on peut le supposer, compte tenu de ce que sont les préjugés culturels qui peuvent exister ici ou là dans le monde par rapport à cette communauté. Est-ce que son appartenance à la communauté juive a pu jouer? On ne peut pas le prouver non plus, on ne peut pas l'alléguer. Ce qui est sûr, c'est que plus tard dans sa détention, ces circonstances ont contribué à rendre sa détention beaucoup plus pénible qu'une détention qui, de toutes les façons, est extrêmement dure, extrêmement rigoureuse, extrêmement pénible. Et c'est sûr qu'il a connu l'enfer dans ces prisons. Et le fait qu'on l'ait mis à l'abri de certains détenus les plus violents avec lui, l'a aussi distancié d'Istanbul, à 800 km, et aujourd'hui dans une prison où il peut quasiment recevoir aucune visite. Donc c'est pour toutes ces raisons, vous voyez qu'on prend soin aussi d'abord d'être assez modéré dans les griefs que nous pouvons avoir par rapport à ce jugement, parce que tout simplement, je ne veux rien dire, je ne veux rien laisser penser, je ne veux inciter à aucune action qui se retournerait contre Fabien Azoulay. Donc, je l'assume totalement, cette modération du propos et fermeté dans l'exigence quand même qu'il soit transféré. Et transféré en France le plus rapidement possible. Nous ne demandons pas sa grâce, en effet. Nous ne demandons pas une remise de peine, bien sûr, on nous l'aurait proposé qu'elle aurait probablement été acceptée, mais en tout cas accueillie, mais on souhaite un transfèrement en France pour qu'il puisse être plus proche des siens. Et justement, ces derniers jours, parce que vous avez aussi décidé de parler, de communiquer, la société civile en France s'est beaucoup émue du destin de Fabien Azoulay. Et je sais que vous avez hésité justement à rendre son cas public. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'une telle mobilisation est utile
ou au contraire, est-ce qu'elle peut, éventuellement mettre en danger la vie de Fabien Azoulay? Alors, de toute évidence, elle a été utile. Et j'ai le sentiment que ce dossier a fait plus de chemin en quelques heures, en quelques jours, depuis une semaine, qu'il n'en avait fait en plusieurs années. Le chemin vers le transfèrement vers la France. Et ça, c'est certain. Mais vous avez raison de rappeler que nous avons beaucoup hésité avant de porter son sort tragique sur la place publique, précisément parce que notre responsabilité est de ne pas aggraver sa situation. Et imposer à quelqu'un qui ne l'a pas demandé une forme de coming out public comme nous avons pris la responsabilité de le faire, c'était une responsabilité d'avocat. Mais je pense que c'était le prix à payer aussi pour créer cette mobilisation de l'opinion publique. Et dans une démocratie d'opinion, la mobilisation de l'opinion publique est un facteur extrêmement puissant de stimulation de la mobilisation des autorités. Et donc, on ne pouvait difficilement obtenir une mobilisation aussi forte que nécessaire des autorités sans ce soutien très fort de l'opinion publique. Le soutien des autorités nous est acquis, côté français. Côté turc, c'est également ce que semblent suggérer les déclarations de l'ambassadeur de Turquie. Il faut l'espérer en tout cas. Et à nous et à tous ceux qui veulent sa libération, d'être en même temps très prudents, très mesurés et très vigilants quand même quant à nos exigences, à nos souhaits et quant au respect des mots prononcés par le représentant de la Turquie, mais en même temps mesurés pour ne rien dire qui puisse aujourd'hui dévier le cours des choses de la trajectoire positive qu'elles ont pris depuis quelques jours. Donc, il ne faut pas, pour le dire simplement, il ne faut pas d'outrance. Je décourage toute manifestation, toute, toute déclaration intempestive qui pourrait, dans un pays, et on le comprend, où les gens sont fiers aussi, qui pourrait provoquer, euh, provoquer un effet contraire. Et je dis ça dans un contexte qui est particulier et qui est aussi un élément d'explication à notre hésitation à nous mobiliser dans un contexte d'une relation diplomatique qui est difficile. La presse s'est fait l'écho des, des difficultés de cette relation franco-turque. Donc ça n'aide pas. Quand les dirigeants ont de mauvaises relations personnelles, ça n'aide évidemment pas. Donc il faut être mais peut-être, voyez-vous, il faut peut-être faire de ce handicap un avantage. J'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la relation n'est pas bonne, c'est un secret pour personne, mais en même temps, on sent qu'on a un peu touché le fond, et les pays ont l'éternité devant eux, donc ils sont voués à se parler et à s'entendre et à se partager le monde dans lequel nous vivons. Et par conséquent, la conversation, le dialogue entre les nations ne s'arrêtera pas. Et donc, il faut bien qu'ils reprennent. Et on a entendu dans les dernières semaines des signes de la volonté de dépasser ces difficultés. Eh bien, que Fabien Azoulay, que le transfèrement de Fabien Azoulay soit la marque de ce geste de bonne volonté que nous attendons, qui est un geste humanitaire que nous attendons des autorités turques pour montrer qu'elles souhaitent dépasser les différends et reprendre la conversation, le dialogue que la France et la Turquie entretiennent depuis, au moins depuis François Ier et Soliman le Magnifique. Donc ça fait longtemps. Merci beaucoup, Françoise Imray, d'avoir pris le temps. Je garde en tête, mesuré et vigilant, et c'est un message qui, je pense, est important pour tous ceux qui nous écoutent et qui se mobilisent pour Fabien Azoulay. Donc merci beaucoup, d'avoir pris le temps de nous parler. Merci.